parce que j'ai travaillé depuis 2 ans avec une réalisatrice qui s'appelle Sonia Barcala et qui a réalisé un film en 2010 qui s'appelle Faux départ et qui était centré sur la problématique des expériences de mort imminente. Et à l'époque, ce film-là, c'était un coup d'œil générique sur tout ce qui se disait, l'état de l'art scientifique, et qui partait de nombreux témoignages et qui étaient vus, analysés par des scientifiques qui essayaient de venir avec des théories explicatives. Et donc ce film faisait surtout référence à ce que Renaud disait tout à l'heure sur le modèle de Raymond Moody et de Bruce Greyson. Donc quelque chose qui était assez stéréotypé, avec en effet des interventions, la sortie hors du corps, face de dangers mortels, sortie hors du corps, un tunnel, traverser le tunnel avec une lumière au bout, des rencontres avec des êtres de lumière, des personnes décédées, qu'il y avait un dialogue télépathique qui se mettait en place, et avec parfois une reflux de vie, c'est-à-dire une phase où les personnes se retrouvent, comme on a dit tout à l'heure, mais de façon beaucoup plus exhaustive, avoir l'intégralité de leur vie et apporter des jugements sur eux-mêmes pour prendre conscience du bien et du mal qu'ils ont fait. À ce moment-là, ils se sentent jugés, mais uniquement par eux-mêmes. Et il y a cette phase de retour où ils réintègrent le corps avec cette connaissance de ce qu'ils ont vécu. Alors voilà, donc depuis 2 ans, je travaille avec Sonia Barcala sur son prochain film qui va sortir en septembre et dont malheureusement je ne vais pas pouvoir trop parler aujourd'hui dans la phase de réalisation où on est, mais qui aborde aussi le sujet des EMI avec un peu plus d'ouverture. Et contrairement au premier film de l'année 10, c'est un film qui va laisser beaucoup plus la parole aux scientifiques sceptiques. C'est-à-dire, elle va trouver des témoignages de personnes qui sont assez exceptionnelles au niveau de ce qui est vécu, en se concentrant sur l'aspect matériel, peut-être défini par Jamie Selden, c'est-à-dire la partie de décorporation, où la personne donc, se retrouve près de la salle de réanimation et va se promener, observer la scène de haut, se promener dans la salle, entendre les conversations téléphoniques d'une personne qui est un anesthésiste et qui va tranquillement programmer ses vacances dans la salle à côté, et donc va écouter la conversation entre les personnes. Va ensuite se déplacer dans l'hôpital, dans une autre pièce, peut-être même traverser le plafond, aller voir ce qui se passe dans l'autre pièce. Donc ça, ce sont ce qu'elle appelle les aspects corroborés. Est-ce que tu as tout ce qu'il faut là? Non, mais a priori c'est bon. J'ai juste à vous là-dessus. Voilà, merci beaucoup. Donc oui, on a une petite anomalie, j'étais censé utiliser mon propre... le festival est officiellement ouvert. Donc voilà, on va s'attacher surtout à trouver des témoignages qui vont permettre d'établir qu'il ne s'agit pas forcément d'hallucination. Parce que la thèse hallucinatoire, c'est la thèse qui a lieu en ce moment. Donc les médecins, les scientifiques, les neurologues du cerveau, on privilégie ce type d'explication. Mais voilà, avec Sonia, on a trouvé des cas qui mettent les scientifiques au défi. Et donc on a soumis ces cas à des neurologues, à des professeurs, à des gens qui sont des sceptiques, reconnus comme sceptiques, qui sont responsables, pas quelqu'un comme Christopher French, qui est le président des sceptiques du Royaume-Uni. Donc, voilà, c'est à peu près tout ce que je pourrais dire sur ce film. Et évidemment, vous me recommandez d'aller le voir quand il va sortir sur les salles, sur les écrans en septembre. Donc, à côté de ça, Sonia, c'est aussi quelqu'un qui, en 2006, a été la première à organiser un colloque international sur les expériences de mort imminente. Et elle a fait venir des personnalités comme Raymond Moody, comme Bruce, je ne sais pas si vous connaissez celui-là, Sam Parnia,
Sylvie Detiola, qui sont des chercheurs, chercheuses connus dans ce milieu. Et donc ça, c'était en 2006. Elle a renouvelé l'expérience en 2013 à Marseille, ce qui lui a permis de devenir un peu une personnalité en France dans le domaine des EMI, une personnalité de référence en tant que journaliste. Et elle a pu développer un réseau, elle a pu développer un réseau de témoins, d'expériences, qu'on appelle des expérienceurs, des gens qui vivent des sorties hors du corps et puis des expériences éventuellement transcendantales, des expériences particulières, et des scientifiques avec l'objectif finalement de faire de la recherche authentique, de confronter ces deux mondes, et puis aussi des gens qui ont des hypothèses pour expliquer ça de façon matérielle, et des gens qui ont d'autres hypothèses qui impliquent une ouverture des choses. Alors, juste avant de continuer, je vais mettre un petit peu d'aspect personnel là-dedans. De mon côté, dans les années 99, j'ai vécu une expérience de sortie en corps totalement spontanée et que j'ai vécu de façon super désagréable. J'ai totalement flippé. Et moi, j'avais qu'une envie, c'est de réintégrer mon corps, et ça a été quelque chose de traumatisant sur le coup. Mais après, je me suis dit, en fait, c'est dommage parce que j'ai peut-être raté une occasion de faire quelque chose d'intéressant. Mais malheureusement, j'ai plus jamais vécu ce genre de choses. Et alors, un autre point sur lequel je rebondis par rapport à Renaud Lébrard tout à l'heure, il a présenté ce cas d'une femme qui s'est retrouvée dans un kart ou dans un quad ou je sais pas quoi, et qui roulait très vite sur une route de campagne, et qui s'est retrouvée en situation d'accident et qui a vu le temps ralentir. En fait, cette expérience m'est exactement arrivée à moi aussi. Donc un jour, j'étais chez un ami qui venait d'acheter un quad monoplace, je précise parce que c'est important. Je lui ai dit, viens, on monte à deux sur le quad. Et c'est un quad spécialement étudié pour la campagne avec des pneus mous qui permettent d'aller super vite sur la terre, enfin, les champs et tout ça. Et donc, il m'a dit, viens, moi j'ai fait confiance, je suis monté. On est allé à 80 km/h sur les champs. Tout se passait bien jusqu'à ce qu'il ait l'idée de dire, oh regarde la butte, on va faire un saut. Et bonjour. Et donc on est allé sur la butte et on a fait le saut. Et c'est là que les choses se corsent un peu parce que la butte elle était beaucoup plus verticale qu'on envisageait. Et donc on s'est retrouvé à partir complètement à la verticale, vers le haut. Et le quad a commencé à se retourner avec nous en dessous. Et à ce moment-là, j'ai exactement ressenti cette impression du temps qui se ralentit, où j'ai vu les choses se passer au ralenti. Je me suis dit, j'ai eu le temps de penser à plein de choses, et notamment au fait que je connaissais les statistiques américaines sur les gens qui meurent chaque année, exactement dans la même situation, et qui se retrouvent, il y a je crois que c'était 10 000 morts par an. J'ai eu le temps de me dire, c'est trop con, je vais mourir de trucs super improbables. Je vais rentrer dans les statistiques de 10 000 personnes qui meurent chaque année écrasées par le quad, parce que le quad ça pèse quand même 200 ou 300 kilos, un bon poids, ça part en l'air, ça retombe avec l'énergie cinétique, ça fait un bon steak haché en dessous. Voilà. Et donc je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? J'ai eu le temps d'analyser, en gros, rien. Voilà, et donc j'ai senti le quad redescendre tout doucement. Et puis à un moment, on a touché le sol. Et tout s'est arrêté. J'ai pas eu d'expérience de sortie, de machin, ça s'est arrêté à le constat, donc en gros le game over de tout à l'heure, l'acceptation, la résignation quelque part. Et puis je suis revenu là. Quoi. Et donc ça. C'est tout, j'ai compté mes os, a priori il y avait tout, j'ai bougé mes orteils, ça bougeait bien, donc a priori pour moi ça allait. Le collègue qui était devant, je l'ai appelé, j'ai dit comment ça se passe? Bah écoute, ça va. Et donc on a retourné le quad, en plus il fonctionnait encore. Et donc on est rentré tout penaud, pareil, à 30 km/h. Et donc ça c'est une expérience aussi qui m'a vachement interrogé sur ce phénomène de dilatation du temps. Donc voilà.
Et c'est quelque chose qui m'intéresse. Enfin, le sujet des EMI, le sujet des phénomènes de conscience modifiée m'intéresse depuis vraiment très longtemps, depuis que je suis enfant, en fait, je ne sais pas. Mais bon, en tous les cas, lorsque j'ai pu rencontrer Sonia par l'intermédiaire d'un blog que je tiens et qui traite entre autres des expériences, on va dire, inexpliquées, je me suis dit que c'était une chouette aventure qui pouvait commencer. Et donc voilà, je me suis retrouvé avec elle en route pour cette aventure qui m'a permis de rencontrer des scientifiques, des témoins, de faire des interviews dans différents pays et de l'accompagner un petit peu sur la réalisation de ce film. Et ce blog m'a aussi permis donc, de rencontrer Renaud, dont je trouve qu'il a une vision assez nouvelle dans son approche qui est beaucoup plus inclusive que évidemment les modèles qui sont présentés ailleurs. Alors, c'est sûr que ces modèles de conscience, donc, au départ, on a commencé évidemment avec Raymond Moody en 1975, alors qu'il était étudiant en philosophie, a entendu parler de ces phénomènes et qui a été tellement passionné par ça qu'il a changé de créneau, qu'il est allé en psychologie où il a passé aussi un doctorat. Et il a eu le temps donc de rencontrer des gens, d'avoir des interviews. Alors, la chose particulière pour lui, c'est qu'il a rencontré des gens, mais toujours dans un contexte de mort imminente, enfin de mort proche, puisqu'il s'agissait de personnes qui étaient essentiellement en réanimation cardio-respiratoire sur le billard. Et donc, c'est à partir de ces 100 et quelques témoignages qu'il a en effet découvert qu'il y avait des invariants pour ce groupe de patients qui ont été réanimés. Et donc, en effet, ces expériences-là ont beaucoup de points communs. On a pu constater ça aussi par la suite dans d'autres contextes, y compris avec Sonia, puisqu'on a effectivement des gens qui ont la sortie du corps, le tunnel, des rencontres. Et donc, c'est aussi pour ça que ces expériences s'appellent expériences de mort imminente, même si, comme Renaud l'a dit tout à l'heure, c'est un terme qui a été inventé quasiment un siècle avant Raymond Moody, parce que ces phénomènes étaient déjà connus à l'époque, puis ils ont été oubliés, et puis ils ont été repopularisés avec les techniques de réanimation qui se sont grandement améliorées grâce aux technologies. Et puis pour la petite anecdote, il y a un psychiatre assez célèbre qui s'appelle Carl Jung, qui en 1944 a vécu lui-même une nuit dont il parle dans un livre qu'il a écrit en 1961, je crois que le livre s'appelle Ma vie, et où il décrit littéralement une sortie hors du corps avec l'impression de se retrouver à des milliers de miles au-dessus de la planète et de décrire et de pouvoir focaliser, puis de rencontrer un être qui était en méditation sur une pierre, avec qui il souhaitait interagir, avec le sentiment qu'il allait avoir une réponse à tout. Donc c'est pour dire que ce n'est pas un phénomène nouveau du tout. Et puis, on s'est aperçu avec le temps que ce phénomène-là était un petit peu plus complexe que ça. Donc, on a eu des gens qui ont commencé à dire oui, mais moi j'ai vécu une expérience plutôt vraiment négative, dans le sens où j'ai vécu quelque chose qui m'a traumatisé. Là, je vais mettre un petit extrait du film, donc le film Faux départ, qui était sorti en 2010, et qui décrit ce que sont les expériences, les EMI négatives. Des expériences qui ont un contenu qui est extrêmement terrifiant. On les classe en 3 catégories à peu près. On peut dire qu'il y a ce qu'on appelle les expériences infernales, où là on a toute une imagerie qui rappelle vraiment notre vision classique de l'enfer. Je me suis sentie en tant qu'enfant du Rwanda, avec de la terre dans la bouche, les bras coupés. J'étais au bord d'une grande plage où chaque grain était une conscience en peine. Et là,
Je me suis sentie sucée, analysée. Et on m'a posé la question, ouais, est-ce que tu seras meilleure? Qu'est-ce que tu feras de ta vie? On a ce qu'on appelle les expériences dénuées de sens. Là, l'expérienceur se retrouve dans une sorte de néant, complètement seul et pour l'éternité. Et parfois, il y a des formes géométriques qui apparaissent. Je me suis trouvée entre deux boules. Et dans ces boules, tout était contenu. Je me suis rendu compte qu'il y avait la boule du mal et la boule du bien. Et je me suis sentie aspirée par la boule du mal. Et là, tout était horrible, tout était affreux et tout était douloureux. J'ai ressenti toutes les douleurs du monde. Et puis la troisième catégorie, c'est les expériences inversées. Donc là, elles ont toutes les composantes d'une expérience positive, mais elles sont ressenties négativement par l'expérienceur. Les conséquences d'une telle expérience, c'est forcément un très grand traumatisme, là, dans le sens fort du terme. Ça peut aller jusqu'à ce qu'on appelle un PTSD, un syndrome de stress post-traumatique, donc avec un état dépressif, beaucoup d'angoisse, des cauchemars, et puis bien sûr une peur totalement exacerbée de la mort, avec cette certitude, c'est qu'il faudra bien y repasser une fois. Et ce qui a beaucoup changé en moi, c'est que j'arrive plus à voir quelqu'un soit de tout négatif ou soit de tout positif. Je sais qu'on a chacun un grain de cet univers, de cette vie qui est importante à vivre. Bien, ça peut aussi conduire certaines personnes à des changements de vie tout à fait radicaux, puisque souvent elles éprouvent une certaine une culpabilité, une honte. Elles pensent avoir mérité une telle expérience et elles se disent qu'elles doivent changer radicalement leur comportement si elles ne veulent pas revivre ça lors de leur véritable mort. Alors, il y a d'autres expériences aussi qui ont ensuite été mises en évidence. On a commencé à entendre parler de ça dans les années 2000. Et Raymond Moody s'est beaucoup intéressé à ça à partir de... Enfin, il a écrit un livre en 2010 sur les expériences de mort partagées, les amis partagés. On a là aussi dans Faux Départ le témoignage d'un médecin français qui s'appelle Jean-Pierre Postel, et qui a vécu, lors de l'accompagnement de son père vers la mort en soins palliatifs, il a vécu avec sa femme et leur fils, donc 3 personnes extérieures, une expérience qui ressemble en tout point aux EMI, sauf qu'eux étaient en parfaite santé, et c'était juste le papa qui, pendant qu'il était en train de décliner, a commencé à vivre cette expérience-là. Au cours des 30 dernières années, nous avons acquis de nombreux éléments de compréhension sur les EMI. Les médecins pédiatres, par exemple, ont appris que même des enfants très jeunes ont ces expériences quand ils ont frôlé la mort. Nous avons appris au passage qu'il y a des expériences empathiques dans lesquelles de nombreuses personnes qui se trouvent près de leurs proches mourants ont des expériences identiques. Quand la personne qui est dans le lit meurt, le proche qui se trouve à côté a parfois la sensation qu'il quitte son corps et se dirige vers la lumière. Une expérience empathique. C'est ce qu'a vécu le docteur Jean-Pierre Postel, son épouse Anne et son fils Pierre-Alexandre au moment où un de leurs proches vivait ses derniers instants. Je lui tenais la main gauche, je le rassurais comme je pouvais. Ensuite, Pierre-Alexandre m'a rejoint et puis lui a pris la main droite de son grand-père. Et nous étions là à le rassurer. Jusqu'à ce qu'on ait cette impression de brouillard. Cette espèce de brume apaisante. C'était purement mental. J'ai vu ce tunnel. Je peux en décrire la couleur même. C'était du bleu. C'était un espèce de grand tuyau avec c'est difficilement descriptible. Et au fond, une lumière blanche intense, comme un halogène. Ça n'a rien à voir avec quelque chose qu'on connaît. C'est une lumière qui est au-delà du visuel, qui nous prend à l'intérieur de nous. Enfin, je sais que personnellement, je l'ai vu partir. Pour ma part, je l'ai vu s'éloigner, mais en reculant. Il y avait une petite silhouette humaine et qui, dans mon mental, était mon père, en fait. Et il était au bord, juste à la sortie du tunnel.
il était au bord et ne voulait pas sauter. Il restait. Et à ce moment-là, je pense l'avoir exprimé même verbalement. Je lui dis, tu peux y aller, vas-y, il n'y a aucun danger. Pars, c'est bon, tu peux plonger. Et on a été l'accompagner, on a fait un bout du tunnel. Et il y a quelqu'un qui a pris le relais qu'il a pris. Et ensuite, quasiment instantanément après, et cette fois-ci une vision, visuelle. Autour de son corps, je ne vais pas dire de son cadavre, puisqu'il vivait végétativement encore, s'est élevée progressivement une brume, comme la brume que vous voyez au petit matin, un peu cotonneuse, qui s'est dissipée progressivement. Et à ce moment-là, je savais qu'il était parti. C'était terminé, il avait franchi son pas. Donc c'est quelque chose qui a commencé à se multiplier et qui a montré que les expériences de mort imminente, finalement, n'ont pas nécessairement besoin de mettre les personnes dans une situation de danger réel. Il s'agit de la mort de quelqu'un d'autre. Parmi les autres situations dont on sait maintenant qu'elles peuvent déclencher des expériences de mort imminente ou des expériences de même type, il y a ce qu'on appelle les fear-death experiences, c'est-à-dire des expériences de peur de la mort, où les personnes vivent un accident ou passent tout près d'un accident, comme on a parlé tout à l'heure, et cette peur est tellement intense qu'ils se retrouvent eux aussi projetés hors de leur corps, comme le soldat dans les tranchées dont parlait Renaud tout à l'heure, l'expérience avec la grenade qui était désactivée. Une personne arrive en conduisant et voit un camion arriver en face en sortie de virage, et à ce moment-là, elle sort, et pareil, il se passe ce phénomène de distorsion du temps, où soit c'est la pensée qui s'accélère, soit c'est le temps qui change de nature, c'est un petit peu difficile de le dire, mais en tous les cas, la personne peut avoir une déomie, entre guillemets, complète, selon les critères de Raymond Moody et de Bruce Grayson, et elle revient, elle peut avoir une revue de vie, toutes ces choses-là, discuter avec un être de lumière, qui donne la solution à la situation, et dit il faut donner un grand coup à gauche, quelque chose. Et donc les personnes ont le réflexe soit de mettre le bon coup de volant, soit d'accélérer et puis de récupérer le guidonnage, ou d'autres choses de ce type-là. Et quand elles reviennent à elles, elles ont vécu une expérience vraiment qu'on pourrait qualifier de mort imminente, mais dans un contexte qui n'est pas lié à la mort, mais à la peur de la mort. Et puis il y a d'autres cas encore. Plus on avance dans le temps, plus les langues se délient, plus la stigmatisation baisse, et plus les gens osent parler de leurs expériences à des psychologues, à des phénoménologues. Et c'est là qu'on est en effet surpris, comme le disait Renaud, de voir des EMI qui se produisent dans des contextes relativement inattendus. Il y a des EMI qui se déclenchent pendant un orgasme. Donc ça, c'est quelque chose que je vous souhaite. Je vous souhaite. Ça a l'air assez bien. Il y a des EMI qui se déclenchent pendant une pause cigarette. Voilà. Des gens qui vivent des EMI comme ça, spontanés, et pour lesquels il n'y a pas de facteur déclenchant particulier. Mais c'est pas une vraie EMI. Alors, en fait, là on se retrouve avec la question de qu'est-ce qu'une vraie EMI. Et justement, la raison pour laquelle j'explique pourquoi il y a toutes ces circonstances différentes qui aboutissent à un phénomène avec, comme vous disiez tout à l'heure Renaud, des invariants, mais des invariants finalement qui se multiplient en plus si invariants que ça, puisque c'est un petit peu open bar, c'est-à-dire, je vais prendre un tunnel, une revue de vie, un dialogue avec des personnes décédées, ou un dialogue avec des êtres de lumière, ou alors simplement je vais avoir une expérience matérielle, comme voilà, et me promener dans l'hôpital où je suis. On s'aperçoit aussi qu'il y a des expérienceurs qui rapportent une vision à 360
degré. C'est-à-dire c'est une expérience qu'on ne vit pas dans la vie courante. Donc c'est assez étonnant de vivre quelque chose. Et ça vient un peu mettre en défaut la théorie des souvenirs. C'est-à-dire que ce qui explique, les neurologues qui ont expliqué que ce sont des reconstitutions d'images du passé qui viennent des souvenirs. Jusque-là, il s'agit d'un phénomène nouveau. On a aussi des personnes qui ne vivent pas du tout de décorporation, mais qui se retrouvent directement plongées dans la phase transcendantale et qui, sans passer par le tunnel. Donc, c'est de plus en plus large. Quelque chose qui est assez troublant aussi, c'est lorsque les personnes donc, accèdent à des informations auxquelles elles ne sont pas censées accéder, que ce soit dans la phase matérielle où elles vont dans les pièces à côté, ou sur le toit, ou dans une pièce d'entraînement des salles de formation des infirmiers et infirmières, où il y a du matériel très spécifique, ou bien d'autres personnes comme l'expérience de Pamela Reynolds, qui est une chanteuse de country américaine, qui, lorsqu'elle a été opérée elle a eu une chirurgie très très invasive, où on lui a refroidi le sang à 25 degrés, 24 degrés, où on lui a vidé ensuite le sang pour traiter un caillot dans le cerveau et le sortir. Pendant cette opération, donc elle est sortie de son corps et elle a pu décrire avec précision les outils chirurgicaux. Elle dit qu'on lui avait découvert le crâne avec une brosse à dents, avec quelque chose qui ressemblait à une brosse à dents. Et en fait, une fois qu'elle a raconté ça à son médecin, le chirurgien a dit que c'est pas possible que vous connaissiez ça, parce que intuitivement, une personne a la notion qu'une scie peut ressembler à une brosse à dents, et pourtant, dans la chirurgie, dans les trépanations, ces trucs-là, c'est ce qu'ils utilisent. Et donc, elle a eu accès à ce type d'informations-là. D'autres se retrouvent dans la phase transmatérielle, donc, on va dire de l'autre côté du tunnel, en quelque sorte, à rencontrer des êtres avec qui elles ont des conversations, et ces êtres les informent de choses qui ne se sont pas encore produites. C'est-à-dire qu'on a plusieurs témoignages de personnes qui disent, qui reçoivent l'info que un de leurs enfants va mourir à tel âge, et que c'est comme ça, et qu'il faudra accepter la situation. Il y a vraiment plusieurs témoignages comme ça, et les personnes ensuite, quand elles reviennent, elles vivent avec la trouille au ventre, elles font tout pour protéger leur enfant, et malgré tout, les choses se passent, et malgré tout, elles passent par les phases qui étaient annoncées, mais l'EMI, dans ce cas-là, les aide à traverser cette crise qui pourrait être beaucoup plus difficile autrement, sans on va dire, cette bouée de sauvetage d'une explication un petit peu irrationnelle des choses. On a des cas avec des personnes qui ont des conversations télépathiques avec des défunts ou avec des êtres de lumière. Donc, vraiment de penser à penser. Et d'autres qui vont avoir des discussions, comme on peut avoir avec une voix. On a des sourds de naissance qui entendent des voix. On a des aveugles de naissance qui sont capables de décrire des lieux en utilisant des noms de couleurs, en utilisant des noms de formes géométriques, en utilisant, je ne sais pas, dire voilà, l'infirmière était blonde, celle-ci était brune, quelqu'un avait j'ai vu de l'herbe qui était verte, j'ai vu des grands champs d'herbe, des choses comme ça. Et donc, toutes ces perceptions qui sont un peu impossibles, elles questionnent aussi beaucoup sur la nature de ce phénomène. Est-ce qu'il s'agit d'accéder à une connaissance à laquelle on n'a pas accès quand on est dans le corps, ou est-ce que le cerveau, en effet, est surpuissant et peut créer ce genre de perception à partir de rien? Donc ça montre la variété la variété des phénomènes. Il y a d'autres types d'expériences encore qui sont dingues. Ce sont les expériences du tout, des personnes qui sortent de leur corps et qui se retrouvent connectées avec tout ce qui est vivant. Mais alors le vivant, finalement, pour ces personnes-là, c'est tout. Ça peut être les murs, ça peut être... Elles entendent les pensées de tout
de tout ce qui est immédiatement dans leur environnement, et parfois même de ce qui est plus lointain. J'ai eu l'occasion de discuter avec un jeune Suisse qui, lors d'une opération comme ça, a pu accéder conjointement aux pensées de sa grand-mère. Il a pu donc accéder aux pensées et aux conversations de l'anesthésiste qui, pendant l'opération, allait programmer ses vacances, ce dont je parlais tout à l'heure. Mais il a pu aussi se plonger immédiatement dans un spot de surf en Australie. Et lui disait qu'il n'avait absolument pas l'impression de déplacement. C'est-à-dire qu'il suffisait qu'il se concentre sur quelque chose, et la chose était là, disponible à sa conscience, de façon visuelle et auditive. Alors qu'il y a d'autres personnes encore qui vont vivre le sentiment de se déplacer physiquement. C'est-à-dire, ils sont là, puis ils se déplacent. Donc il y a une notion de mouvement. Et ils peuvent traverser les murs. D'autres n'ont pas le sentiment de traverser les murs. Ils sont là, puis ils sont là, et il n'y a pas eu de transition entre les deux. Donc on se rend compte qu'en fait, en partant d'une expérience qui a l'air simple et qui a été définie dans le contexte d'un hôpital dans les années 70, on se retrouve avec des myriades de phénomènes, ce qui fait qu'à l'heure actuelle, on est vraiment dans la difficulté quand il s'agit de définir vraiment ce que c'est qu'une EMI. On s'aperçoit évidemment que le terme de EMI n'est plus tellement pertinent, puisque globalement, il n'y a pas une histoire de... Il n'y a plus tellement cette notion de mort, puisqu'on se rend compte que ça va partout. En quoi ça intéresse la science de définir cette expérience? En quoi ça intéresse la science? En fait, pour que des choses existent, il faut les définir, il faut les qualifier, sinon elles n'existent pas. Donc la science ne reconnaît pas l'existence de ce qui est en soi. Alors, la science va reconnaître l'existence, c'est depuis une trentaine d'années quand même, que les phénomènes sont acceptés comme des expériences phénoménologiques réelles. C'est des réels dans le sens où la personne a vraiment vu ce qu'elle a prétendu voir, elle a vraiment entendu ce qu'elle a prétendument entendu, mais ce qu'on va remettre en question, c'est la nature objective de ce qu'elle a vu ou entendu ou perçu. On va dire, ce sont des hallucinations. Donc c'est l'hypothèse du cerveau, en fait, de l'origine du cerveau. Et en effet, lorsqu'on regarde avec du matériel de neurologie, avec des électroencéphalogrammes, on s'aperçoit que les états de conscience peuvent être corrélés à des formes d'ondes. On a globalement 5 types d'ondes qui sont émises par le cerveau et qu'on est capable de capter en mettant des électrodes sur le crâne et qui correspondent à des états de sommeil, à des états de méditation, à des états de réveil, à des états de calcul intense. Et donc, on reconnaît que l'expérience phénoménologique est réelle, mais pour l'instant, la science penche plutôt, enfin la science, le consensus scientifique penche plutôt vers l'hypothèse que c'est une hallucination. Et l'affaire est entendue, puisque de toute façon, puisque ça ne peut pas exister, ça n'existe pas. Et le serpent se... L'expérience de la science, c'est pourquoi le cerveau est plat. Oui. C'est pas le frein produit par le cerveau. Alors attention, l'activité électrique. il y a plusieurs problématiques avec la façon d'enregistrer. C'est que ce qui est plat, généralement, ce n'est pas l'encéphalogramme, c'est l'électrocardiogramme. Donc l'électrocardiogramme, ça mesure la mort, l'arrêt cardio-respiratoire. Et à ce moment-là, on sait qu'on a encore droit à peu près 15 secondes de conscience quand l'arrêt cardio-respiratoire survit, mais après le manque d'oxygène fait qu'on perd conscience et le cerveau commence à rentrer dans un processus d'économie d'énergie pour faire durer le plus possible, et en espérant qu'il y ait quelque chose qui se remette en route derrière, que l'oxygène alimente de nouveau, soit de nouveau présent pour relancer les processus. Et donc ça c'est un point auquel je vais venir après, mais je vais venir maintenant puisqu'on y est. Donc, qu'est-ce que c'est que la mort finalement? Puisque les EMI nous mettent en contact vraiment avec cette expérience qu'on va tous vivre, qui est la mort. La mort, déjà, est-ce que c'est un point où avant on est vivant, après on est mort? Ça, c'est un petit peu la notion qu'on a d'Hollywood où la personne vient de se prendre une balle, le gentil vient de se prendre une balle, et il dit « Ah, mais attends,
encore un truc à dire, et puis il dit le truc, puis il fait et il est mort. Enfin, donc ça, c'était un petit peu la vision manichéenne de la mort. Mais on est en train de se rendre compte, avec les moyens qui augmentent, avec la possibilité d'enregistrer les électroencéphalogrammes de personnes en train de mourir. Donc il y a eu plusieurs cas comme ça, il y a eu des cas très récemment, et les résultats sont hyper surprenants. C'est-à-dire que l'électroencéphalogramme met très longtemps avant d'arriver à un état plat. Ça peut durer plus d'1 heure. C'est-à-dire qu'en gros, pendant 1 heure, et ça c'est un cardiologue qui l'a remarqué, qui en a parlé en 2023 dans les résultats d'une étude qui s'appelle AWARE, et qui a trouvé qu'on avait des ondes gamma jusqu'à 35 minutes après l'arrêt cardio-respiratoire. Autrement dit, gamma, ça correspond à la capacité de faire des calculs, à un état de conscience très intense. Voilà. Et on peut avoir d'autres types d'ondes qui vont jusqu'à 1 heure. Donc, qu'est-ce que ça signifie du point de vue phénoménologique? Est-ce que ça signifie que les personnes qui sont dans un corps en arrêt cardiaque depuis 1 heure continuent d'avoir une activité, voilà. Et donc en 2018, il y a une autre étude qui a été publiée et qui, elle, a défini un concept nouveau qui permet de voir encore jusqu'où on peut repousser les limites de la mort et surtout de la réversibilité de la mort. Voilà. Et ils ont découvert ce qu'ils appellent l'onde de la mort. Alors l'onde de la mort, c'est qu'au bout d'un certain temps sans oxygène et en épuisant toutes les ressources dont les neurones disposent immédiatement, ils se mettent en panne en fait. Et un neurone, c'est quelque chose de biologique, mais qui gère de l'électricité, des signaux électriques. Et les signaux électriques sont gérés par une différence de potentiel, avec des ions positifs à l'extérieur du neurone, des ions négatifs à l'intérieur. Et alors il se produit, quand il n'y a plus l'oxygène, comme une batterie, une pile qui se vide d'un coup, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de différence de potentiel entre l'extérieur et l'intérieur, ça s'appelle la dépolarisation. Et ce phénomène de dépolarisation se fait un petit peu par contagion, il part de différents points, et il s'étend à l'ensemble du cerveau. Et c'est ce mouvement qui a été observé, le mouvement de dépolarisation massif, qui se fait petit à petit, sur plusieurs minutes. Et pour l'instant, on en est au point où, quand tout est dépolarisé, en principe, on est mort. Oui, mais une autre équipe qui a vu ces résultats-là, a dit challenge accepted, on va essayer de ranimer des êtres vivants, plus exactement, qui sont dans cet état-là. Et donc, ils ont récupéré des têtes de cochons qui venaient de l'abattoir et qui venaient juste d'être décapités. Et ils ont essayé de ranimer, d'observer l'onde de la mort, et ensuite de remettre de l'électricité. Je ne sais pas exactement quel était le protocole qu'ils ont suivi. Et ils ont réussi à repolariser les neurones. Et à ce moment-là, sur des têtes de cochon, voilà, ils ont réussi le truc, après ils ont sans doute arrêté. Mais ils ont donc identifié ce qui s'appelle l'onde de repolarisation. Donc l'onde de la mort, la onde de repolarisation, ce qui encore donne une possibilité de réversibilité. Et donc avec toutes ces connaissances qu'on accumule sur l'état du cerveau, sur la façon dont la mort est un processus, et quand on a par ailleurs des récits de plus en plus nombreux de témoignages comme ça, dont certains ont été observés chez des personnes qui étaient en arrêt cardio-respiratoire depuis 20 minutes, 30 minutes, parfois même 1 heure, quand les personnes tombent dans un lac glacé et que leur métabolisme ralentit. En fait, ça laisse beaucoup de place, en effet, pour l'hypothèse du cerveau mourant. C'est ce qu'ils appellent l'hypothèse du cerveau mourant. Mais par ailleurs, comme on disait, ces expériences arrivent aussi chez des personnes chez qui il n'y a pas le moindre danger. Alors, pour l'instant, là où on en est au niveau de la recherche, c'est lorsque l'onde de mort arrive, les cellules commencent à se dégrader, à relâcher du glutamate qui attaque
physiquement les cellules et qui dégradent vraiment le matériel biologique. Et à ce moment-là, c'est beaucoup plus compliqué de réparer quand on a brûlé tous les fils. Est-ce qu'il y a eu une expérience comme ça, où vraiment ça atteint cette fameuse onde de la mort, mais que quelqu'un revient et puisse voir si son cerveau se remet? Alors, on ne peut pas pour l'instant parce que, d'abord, d'un point de vue éthique, ça sera un petit peu compliqué. Le cas de figure idéal pour ça, ça signifie que la personne, lorsqu'elle décède, a tout le matériel pour mesurer les ondes et la dépolarisation, ce qui n'est pas possible. Il me semble que la dépolarisation, on peut la mesurer qu'avec des électrodes intracrâniennes. Donc, peut-être que ça pouvait, mais on ne peut pas déterminer si la personne avait passé le seuil de dépolarisation, massive. Alors, à côté de ces phénomènes, de ces expériences de mort imminente, il y a un autre type d'expérience qui est intéressant de noter, c'est les sorties hors du corps, simplement. Donc c'est un phénomène qui est documenté depuis très longtemps, on va dire, dans la littérature, mais qui est vraiment qualifié, on va dire, depuis un siècle à peu près. Donc depuis un siècle, il y a des personnes qui prétendent sortir de leur corps à volonté et explorer leur environnement immédiat ou même à vivre des expériences transcendantales. Voilà. Donc ces expériences s'appellent des sorties hors du corps, ça s'appelle des voyages astraux, ça s'appelle des voyages, des OBE pour le terme out of body experience, expérience hors du corps. Et donc il y a des scientifiques qui se sont attelés à la tâche de, puisque des personnes prétendent y arriver, prenons ces personnes, mettons-les dans une pièce, mettons des cibles dans une autre pièce, fermons la pièce à clé, laissons les volets. Les cibles sont affichées sur un écran d'ordinateur, ce sont généralement des images qui sont tirées au hasard par randomisation. Et les personnes donc doivent, leur mission, c'est de sortir de leur corps, d'aller dans l'autre pièce, et ensuite, une fois qu'elles ont perçu le truc, de réintégrer leur corps et de répondre à un questionnaire sur qu'est-ce qu'elles ont vécu, qu'est-ce qu'elles ont vu. Et alors il se trouve que Sonia Barcala était l'une des premières personnes à faire ça, avec Sylvie Detiola, dont on a vu parler tout à l'heure d'expériences de mort négative. Et donc elle-même a eu la possibilité de faire ce test, mais elle dit elle-même qu'elle n'était pas très douée, elle a réussi à faire le test une ou deux fois, et donc c'était pas vraiment suffisant pour déterminer si c'est le hasard ou si c'est autre chose. Par contre, justement à l'occasion du colloque de 2006, Sylvie Detiola a pu rencontrer quelqu'un qui s'appelle Nicolas Fraisse, peut-être que vous en avez entendu parler, voilà. Et donc c'est quelqu'un qui, lui, prétend avoir beaucoup de facilité pour ses sorties. Donc, ça fait depuis 2006 qu'il a commencé à travailler avec Sylvie Detiola et avec Charles Fourier, donc à l'Institut Isnoé qui est à Genève. Et donc, ils ont fait exactement ce protocole-là. Ils l'ont répété. Il faut savoir que ce genre d'expérience, c'est super chiant, parce que la personne s'allonge, et puis, pour l'étudier, on attend, et puis ça peut durer des heures. Et donc les personnes vont. Et alors ce qui a été découvert à ce moment-là, c'est que c'est pas aussi simple que ça. C'est qu'en réalité, lorsque la personne change d'état de conscience, en fait, elle n'en a plus rien à faire de l'expérience du protocole. C'est comme un petit peu, pour faire une analogie, lorsqu'on est en état de rêve. Voilà. La plupart des rêves que nous faisons ne sont pas des rêves lucides. Ce sont des rêves où on a l'impression d'être toujours soi-même, mais un autre soi-même, avec d'autres centres d'intérêt. Et passer donc de l'état de veille à l'état de sortir du corps, c'est un petit peu ce point commun avec les rêves, dans le sens qu'on n'est plus du tout avec les mêmes priorités. Et la plus grande difficulté pour ces expériences, ça a été de faire en sorte que Nicolas Fraisse reste quand même focalisé sur son expérience. Et donc il y a 40 tentatives qui ont été faites. Et ces 40 tentatives sur un an, ou un peu plus d'un an,
Et sur ces 40 tentatives, Nicolas Fraisse a dit, en revenant, à 7 reprises, j'ai réussi à aller dans la pièce sans être attiré par le bruit d'une ambulance, sans aller voir mon copain qui habitait à Lyon, voir ce qu'il faisait, sans aller voir ce qui se passait dans la ville, parce que c'était plus intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est que les 7 fois où il est revenu, eh bien, il a identifié correctement les images qui étaient proposées. C'était une image parmi 20 images. C'est-à-dire que, voilà, pour arriver à un résultat de 7 sur 7 par le simple fait du hasard, c'est très, très, très improbable. Donc il y a un phénomène qui est clairement identifié. Et donc les 33 autres fois où ça n'a pas marché, c'est simplement qu'il est allé se balader ailleurs, et quand il est revenu, il a dit « Je suis allé me balader ailleurs, je ne suis pas du tout allé dans la pièce, je ne peux pas répondre à la question et je ne répondrai pas. » Voilà. Donc c'est aussi quelqu'un qui a été capable dans le cadre d'un autre protocole, qui est un protocole de vision à distance, c'est-à-dire que là on a des images, toujours pareilles, dans une enveloppe, scellée, opaque, que lui, il n'avait absolument pas le droit de toucher. Et il s'agissait pour lui de définir ce qu'il y avait dedans. Et donc, en 5 jours, ils ont fait 5 fois 20 tests, donc 100 tests en tout. Et sur les 100 tests, il a été capable d'identifier correctement 79 des images. C'est-à-dire que c'est pas le hasard. Voilà. Donc, là, on arrive maintenant à un autre problème, c'est voilà, on a trouvé une personne qui a été capable de montrer qu'on peut accéder à de l'information en dehors des 5 sens. Et oublie, c'est bon, l'affaire est pliée. Il n'y a pas du tout. Parce que ces expériences n'ont pas été publiées et n'ont pas pu faire l'objet de réplication. D'une part, parce que Nicolas Fraisse lui-même a détesté cette histoire d'ouvrir de deviner ce qu'il y avait dans des enveloppes. Mais l'autre problème, c'est que les revues scientifiques majeures, Science, Lancet, publient très très rarement sur ces sujets-là. Et donc, il y a encore à l'heure actuelle une sorte de stigmatisation qui baisse un petit peu, mais qui est toujours là, et qui fait que toutes ces études sur tout ce que fait Renaud, c'est assez difficile pour lui de le publier dans des revues, on va dire, mainstream, scientifiques mainstream. Donc ça va rester cantonné dans un domaine qui va être les revues de parapsychologie, où pourtant les expériences sont extrêmement rigoureuses, beaucoup plus rigoureuses du reste que dans les protocoles classiques, c'est ça tout le paradoxe. Et donc il est impossible de publier, c'est vraiment compliqué. Il y a eu deux expériences, enfin 2 études qui ont été publiées, l'une dans The Lancet et l'autre dans une revue de cardiologie. Et la première de Lancet, c'était une étude de Pim van Lommel qui a été publiée en 2001 et qui lui était cardiologue. Et donc, il s'est dit, faisons un petit peu ce même type d'expérience, c'est-à-dire mettons des cibles sur les meubles, voilà. Et donc proche du plafond, et demandons aux personnes qui sont en arrêt cardio-respiratoire, si elles reviennent, demandons-leur si elles auraient eu une expérience un peu bizarre. Si oui, est-ce qu'elles ont pu identifier ces objets qui étaient là, ces dessins. Alors les dessins, c'était des mots, des lettres, et ça pouvait être aussi des simples dessins qui représentaient des objets évidents identifiés, ou même des illusions d'optique. Et alors, sur plusieurs centaines, je ne sais pas combien, 2000 patients, il y en a 144 qui ont pu être récupérés, réanimés, et non seulement ça, qui ont eu des EMI et qui ont pu être validés du point de vue de l'échelle de Grayson, qui est basée sur les critères de Raimondi dont on parlait tout à l'heure. Et donc ces personnes, aucune de ces personnes n'a identifié quoi que ce soit, aucune des cibles. Donc ça n'a pas du tout marché pour cette première expérience. Cette expérience a été refaite ensuite à beaucoup plus grande échelle, dans 25 centres aux États-Unis, au Canada et en Angleterre.
Et là, on a eu, et le protocole a été un petit peu élaboré, on a rajouté aussi des signaux sonores pour des personnes réanimées. Et sur je sais une centaine aussi de personnes qui ont été réanimées, il y a eu une personne qui a été capable d'identifier un signal sonore. Mais, et ça a été publié voilà, dans des revues, mais c'est évidemment très faible. Enfin, je veux dire, la récolte est hyper maigre, le résultat sonore, c'est pas, quand on sait que l'audition, c'est le premier sens, c'est le dernier sens qui s'éteint quand on perd conscience, et c'est le premier qui se rallume quand on reprend conscience. Donc, on a toujours des difficultés à déterminer la fenêtre temporelle de l'expérience de l'EMI par rapport à ce qui s'est passé en salle de réanimation. Donc voilà, comme je disais tout à l'heure, l'expérience, l'hypothèse actuelle, c'est que les phénomènes sont de nature hallucinatoire, mais quand on interroge les témoins, là l'histoire elle est complètement différente. On l'a constaté avec Célia. Les témoins disent mordicus, c'était absolument pas une hallucination. C'était quelque chose de réel. Et ça, c'est un discours qui s'écoute et qui se prend en considération. D'un point de vue de la phénoménologie de l'expérience, c'est-à-dire ce que vivent les personnes subjectivement, le contenu est très riche. Et quand les personnes disent j'ai entendu ce qui se disait en bas, puis ensuite j'ai vérifié, ou j'ai vu comment elle était habillée, et ensuite j'ai vérifié. J'ai vu ma mère qui portait une nouvelle robe dans la salle d'attente, et en effet, elle portait une nouvelle robe. Mais ces vérifications-là convainquent les témoins de la véracité de la nature objective des expériences qu'ils ont vécues, mais pour les scientifiques, ça ne vaut rien. Ça s'appelle, pour eux, ils considèrent des anecdotes, et les anecdotes sont considérées comme des éléments à très faible niveau de preuve. Donc, on les balaye et on dit que ça compte pas. Voilà, moi aussi j'arrive au bout de mon temps. Et je voudrais quand même, puisqu'on est dans le festival des anomalies, il y a quelque chose qui me semble absolument fondamental de dire, c'est qu'est-ce que c'est qu'une anomalie, en fait. Une anomalie, c'est quelque chose qui ne rentre pas dans le modèle, qui ne peut pas être expliqué par le modèle théorique, par la théorie qui a lieu à l'heure actuelle. Et les anomalies, en fait, l'étude des anomalies, c'est très très souvent la façon dont la science avance. Et avance à pas de géant. C'est pas en se concentrant sur ce qu'on connaît déjà et en augmentant la précision, en augmentant la capacité des outils de mesure à être de plus en plus dans la précision. C'est en étudiant des anomalies que Einstein a permis de passer de la théorie de Newton, théorie de la physique mécanique, à la physique relativiste. Parce qu'il y a des choses qui ne s'expliquaient pas comme ça. Et il y a des preuves qui ont été apportées par la suite que cette théorie était juste, justement en observant ces anomalies. Le phénomène de lentilles stellaires, c'était la première illustration de ça. C'est ce qui a permis la découverte des ondes gravitationnelles. C'est ce qui a permis de découvrir que l'espace-temps est un tissu et que la gravité déforme l'espace-temps. C'est des choses qu'on n'observe pas dans notre quotidien. Ce sont aussi des anomalies qui ont permis de découvrir la physique quantique. La physique quantique qui a été absolument révolutionnaire et qui est à l'heure actuelle une des théories, si ce n'est la théorie, la plus éprouvée. Toutes les expériences ont été faites et ça marche toujours. C'est-à-dire qu'on a un modèle où le monde ne devient plus quelque chose d'aussi déterministe qu'avant. On a un déterminisme statistique. Donc, ce qui a permis de découvrir ça, c'est l'observation que l'énergie n'était pas continue, mais qu'elle se déployait par petits paquets d'une certaine valeur. Et donc, à l'époque, on aurait pu faire comme on fait maintenant, c'est-à-dire on s'en fout de ça. De toute façon, c'est pas important, on ne voit pas. Et passer à côté de quelque chose qui nous permet maintenant d'utiliser des téléphones portables. On utilise la physique quantique dans presque tout.
sans le savoir. Et donc, à l'heure actuelle, on se retrouve avec des phénomènes donc, qui sont typiquement étudiés par la parapsychologie, mais qui sont renommés parce que la parapsychologie, ça fait un peu penser à Ghostbusters, à des gens poussiéreux dans des vieux immeubles qui essaient de faire découvrir des trucs, devenir des gens avec des processus qui font penser au 19e siècle. Et donc maintenant, on appelle ça l'anomalistique. Et Renaud Evrard, c'est quelqu'un qui se définit comme un psychologue clinicien spécialiste en anomalistique. L'anomalistique, c'est l'étude des anomalies. Et en fait, il faut comprendre que les anomalies, ce sont des potentiels énormes de découvertes radicales, de révolutions coperniciennes. C'est vraiment ce qui peut permettre de passer d'un monde comme ça à un monde comme ça, donc à grandir, à élargir le contexte. Et alors, c'est pas une anomalie que justement de voir, parce que pour définir une anomalie, ça veut dire qu'on a défini un cadre avec un contexte comme étant la norme. bien sûr. Donc d'aller chercher, pour moi, dans l'autre sens, c'est une anomalie que d'aller chercher des anomalies avec des outils qui relèvent de la norme. Alors, non, pas forcément, parce que une théorie, elle est toujours éprouvée par l'expérience. Donc, il faut quand même expérimenter ça. Et là, c'est un type d'expérience qui ne correspond pas au cadre établi. Justement. Absolument. Et donc, vous utilisez des outils qui ne correspondent pas. Les outils de la phénoménologie permettent d'arriver à... Sur la base du cadre établi qui étudie l'anomalie. Mais alors, le cadre établi à l'heure actuelle, c'est un cadre neurologique. Donc, on va dire, la conscience est sécrétée par le cerveau, comme la bile est sécrétée par le foie, comme l'urine est sécrétée. Ça, c'est à l'heure actuelle, c'est ça. Ça, c'est le cadre théorique. C'est-à-dire que ces expériences-là sont définies comme étant de nature hallucinatoire. Donc, créées par le cerveau. Et puis c'est tout. Or, quand on étudie ça d'un point de vue phénoménologique avec les outils de la criminologie, c'est-à-dire qu'on va faire un travail d'enquête très sérieux sur les personnes qui vivent des EMI, on va réceptionner tout de suite leur témoignage, on va essayer de valider avec les personnes comme s'il s'agissait d'un crime, sauf qu'il s'agit de vérifier ce que la personne raconte. À ce moment-là, on a les outils de la criminologie qui sont largement éprouvés et qui ont le potentiel de dire, voilà, on a une preuve forte que le récit rapporté par un témoin est un récit de nature objective. Et à ce moment-là, on ne peut pas l'expliquer par le cerveau. Et donc, il faut trouver une autre explication. Et les autres explications, eh bien, il y a des théories qui sont en cours là-dessus, notamment la théorie qui dit que la conscience n'est pas générée par le cerveau, mais au contraire, qu'elle est fondamentale, que la conscience serait la nature de la réalité, et qu'à partir de cette conscience, la réalité serait reconstruite, c'est-à-dire l'espace-temps serait reconstruite comme quelque chose, on va dire, en moins de dimensions que la conscience. Et il y a notamment un scientifique qui s'appelle Donald Hoffman, qui est un spécialiste d'intelligence artificielle, qui a proposé une théorie, ce qu'il appelle la théorie des agents conscients, qui serait un petit peu les particules élémentaires de la conscience. Et il a mis en place un protocole, là, tout récemment, depuis 2023, qui devrait permettre, si ça se passe bien, de vérifier ces hypothèses que des agents conscients sont capables de créer ou d'être corrélés à des particules élémentaires. C'est-à-dire prouver que la conscience est en dessous, sur le socle de la réalité, par rapport à l'espace-temps. Donc, envisager le monde et la réalité sous cet angle-là, c'est littéralement une révolution. Et ça vient des anomalies. Et c'est pour ça que faire un festival sur les anomalies, c'est quelque chose que je trouve à titre personnel génial. Non, mais très juste, c'est vrai que dans le cadre d'expérience, cette anomalie paraît hors du temps, paraît
louche, on va dire, dans le cadre de la physique, on fait de la matière noire. Exactement. Il y a des outils qu'aujourd'hui, on est incapable de trouver ce que c'est la on ne la trouve pas. Et du reste, bon, ça c'est bien que je ne sois pas conférencier, comme ça me permet de justifier le fait que je peux utiliser des pompes pour citer des gens. Mais il y a un livre que j'ai lu l'année passée qui s'appelle Anomalie cosmique et qui a été écrit par quelqu'un qu'on va pas vraiment soupçonner d'être mystico-délirant. C'est Aurélien Baron, l'astrophysicien Aurélien Baron. Et donc Aurélien Baron, il a fait un petit tour de l'état de l'art de la science et des sciences, de la science physique fondamentale. Et donc en sciences physiques fondamentales, il y a quelque chose qui s'appelle le modèle standard dans lequel les particules élémentaires sont classifiées par famille, par type d'interaction. Les forces sont les 4 forces de la physique sont identifiées et elles sont associées à tel type de particules, tel type d'interaction. Et certaines choses ont des masses, certaines choses n'ont pas de masse mais de l'énergie. Et donc tout ça figure dans un tableau tout propre qui s'appelle le modèle standard. Et ce que lui a fait, c'est que justement il est allé creuser un modèle standard et il a trouvé qu'en réalité il y a un paquet d'anomalies là-dedans. Et il a fait la liste de ces anomalies. En fait, il y a une analogie que j'aime bien utiliser pour comprendre ce que c'est que la science aussi. Parce que la science, c'est un peu flou comme concept. Mais c'est juste un corpus de théories qui définit une carte. La science, c'est comme une carte de géographie. Mais la carte, c'est pas le territoire. Donc, on peut avoir, comme au temps des Christophe Colomb, des cartes qui ressemblent à rien, mais bon an, mal an, ça ressemble un peu, donc on y va. Et donc, on trouve on va en Inde, on se retrouve en Amérique, c'est pas grave, on affine la carte au fur et à mesure des découvertes. Et la carte, au fur et à mesure du temps, elle devient de plus en plus précise. Mais elle n'est jamais le territoire. C'est-à-dire qu'on peut zoomer sur la carte, arriver à quelque chose de très précis, comme c'est le cas avec le modèle standard. On va quand même se retrouver avec des terra incognita sur le côté, on va quand même se retrouver avec des points où ça ne marche pas. Par exemple, Aurélien Baron cite le cas des trous noirs, puisqu'il est spécialiste des trous noirs. Et à l'heure actuelle, il y a deux grandes théories qui sont un petit peu en compétition l'une avec l'autre pour expliquer pourquoi on n'arrive pas à réconcilier la relativité et la physique quantique. C'est-à-dire qu'on arrive à trouver une cause commune aux 3 forces les plus faibles, mais la gravité, elle continue c'est une force qui fait sa vie de son côté, on n'arrive pas à réconcilier les deux. Et donc lui a étudié un petit peu ces 2 choses-là, et il dit que dans le modèle qui s'appelle gravitation quantique à boucle, on se retrouve avec des points qui sont des singularités, c'est-à-dire des équations mathématiques avec de la division par 0. Et bon, division par 0, ça ne marche pas très bien en mathématiques. Et donc ça veut dire que là, on a une anomalie et on ne peut pas dire ce qui se passe là. On a un infini qui vient au milieu de valeurs finies. Donc on ne sait pas quoi faire de ces choses-là. Donc il a en effet soulevé le problème de la matière noire, de l'énergie noire, et encore tout un tas d'autres choses qui montrent que la science, c'est pas un mur infranchissable et dans lequel il n'y a pas de trou. En réalité, c'est plus proche d'un émental que d'un mur. Et que donc, dans ces petits trous, on ne sait pas trop comment définir les choses. Mais il y a une vraie frilosité. Alors évidemment, dans la vie de tous les jours, comme je disais tout à l'heure, les anomalies, ça ne pose pas de problème. On arrive très bien à vivre avec la physique quantique dans son téléphone portable, on s'endort, on se réveille, le monde il n'a pas changé entre-temps, on vit très bien. Mais lorsqu'on va quand même gratter dans ces zones qui sont des anomalies, eh bien là on a la possibilité peut-être d'avoir des réponses à des questions qui sont un peu plus fondamentales et qui sont finalement les questions qu'on se pose quand on est enfant. C'est-à-dire quand on demande c'est quoi, comment s'est formée la Terre, comment s'est formé le Soleil, comment s'est formé l'univers. Et papa dit est-ce que tu vas mourir? Oui, et tu vas être où après? Elle dit papa, j'étais où avant de naître? J'étais quoi avant de naître? Et je vais faire quoi après quand je vais mourir? En fait, en tant qu'enfant ou en tant que parent, on observe tous qu'il y a une phase de notre vie où on se pose ce genre de questions-là. Et puis petit à petit, on rentre dans la vie de tous les jours.
Et puis on oublie, on laisse ça à quelques philosophes, quelques rêveurs qui vont dans un laboratoire de parapsychologie nanomalistique. Et la science, en fait, le reproche que fait Aurélien Barraud à la science, c'est qu'elle est devenue utilitariste, c'est qu'elle est devenue fonctionnelle, qu'elle est financée par des grandes entreprises qui sont en quête d'innovation pour vendre des trucs, pour faire le nouvel objet qui sera plus puissant que l'autre, c'est-à-dire alimenter la compétition générale dans le monde. Et ce que lui dit, c'est qu'il faut réinjecter un petit peu de ces questions fondamentales dans la science. Alors, la conférence, elle s'appelle « Les leçons des EMI », et je vais terminer en faisant un petit tour de table de ce qu'on a pu apprendre, en tout cas de ce que moi j'ai pu apprendre en lisant, au contact de Sonia Barcala, au contact des scientifiques, au contact des témoins. Et peut-être, ça vaut le coup de faire une petite expérience de pensée et de suspendre globalement notre jugement sur ça. On va supposer que ce que disent les témoins, les expérienceurs, est tout simplement vrai. Voilà. Si ce que ces gens-là disent est vrai, alors j'ai noté une dizaine de points. Le premier point, c'est que la mort ne concerne que le corps physique. La conscience survit à cette mort du corps physique et par la suite, il y a plein d'autres aventures qui se passent. Lorsque la conscience évolue dans cet espace qui n'est plus dans la pure matière, à ce moment-là, il y a des choses qui changent. On rentre un petit peu dans l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. L'autre côté du miroir, le temps n'est plus pareil, l'espace n'est plus pareil. C'est-à-dire qu'il suffit de penser à quelque chose et on s'y retrouve, même sans le bruit. Nicole Dron parle dans son expérience de 45 secondes d'éternité. C'est-à-dire que lorsqu'elle a perdu conscience en 1968, lors de son accouchement, enfin après un accouchement, ça a duré 45 secondes, la période où elle était en arrêt cardio-respiratoire. Mais son expérience a vécu des jours et des jours, enfin, a duré des jours et des jours et des jours. Un autre qui s'appelle Eben Alexander, un neurochirurgien américain qui était à Harvard, lui s'est retrouvé avec un truc au cerveau, enfin bref, il est tombé dans les pommes et pendant 7 jours il a été dans le coma. Il a eu le cerveau qui a commencé à grignoter par des bactéries. Et quand il est revenu de ça, alors que tous les médecins disaient là franchement il n'a aucune chance de s'en sortir, et si toutefois il s'en sort, ça sera avec des séquelles, ça sera un légume. Donc lui il est revenu, et en fait c'est pas un légume, il s'exprime très bien, il fait des conférences incroyables. Et donc Eben Alexander, lorsqu'il parle de son expérience, il dit qu'elle a duré des milliers d'années. Et qu'en fait, dans l'autre état, qui a duré 7 jours pour notre temps à nous, pour lui, ça a duré des milliers d'années. Donc il revient avec une expérience incroyable. Et alors, avoir ces connaissances-là, si on arrive à prouver que la conscience peut permettre d'accéder, que la conscience est fondamentale, ben ça aura un impact énorme sur les questions philosophiques, comme l'accompagnement de fin de vie. Toutes les questions liées à l'euthanasie, la sédation, au greffe, puisque beaucoup de gens se posent ces questions-là. Pour l'instant, c'est le domaine des philosophes, c'est le domaine des hypothèses, et c'est le domaine des convictions intimes, où il y a des soignants qui veulent pratiquer l'euthanasie à tout prix, qui font du forcing auprès des gouvernements pour que ça soit voté. D'autres soignants qui sont vent debout contre ça et qui disent la question... En fait, ça permettrait d'avoir les outils pour comprendre ça et pour faire que la mort soit quelque chose une plus belle expérience à vivre. Et ça concernerait aussi les soignants, parce qu'il se trouve qu'il y a beaucoup de soignants qui eux-mêmes ont terreur de la mort et qui se retrouvent dans les centres de soins palliatifs. Et dans les centres de soins palliatifs, quand on a peur de la mort, on a peur des mourants, on ne va pas bien les soigner, on va faire le service minimum et puis on va les laisser tout seuls, on ne va pas aller trop interagir. Donc ça c'est quelque chose qui a été observé.
notamment par la géographe Sylvie Caffardi, qui en parle dans un de ses livres. Donc on peut améliorer l'accompagnement aux personnes en fin de vie. Un autre enseignement, c'est que par rapport aux EMI négatives, il semblerait que le caractère négatif des expériences soit corrélé avec le fait qu'on parte avec des conflits non résolus, avec le fait d'être en colère contre quelqu'un, d'être dans une bisbille qui a duré toute une vie avec telle ou telle personne. Et cette colère, cette peur, elle ferait un petit peu comme la notion de bad trip pour les drogues psychédéliques. C'est-à-dire que ça fait le setting, l'état d'esprit et l'environnement défavorable pour avoir une belle expérience. Il y a certaines EMI qui sont accompagnées, et ça c'est un phénomène aussi qu'on a pu observer pas mal de fois, de guérison spontanée, inexpliquée. On a le cas de Anita Mourjani, qui était en cancer phase 4, stade 4, en phase terminale, c'est-à-dire que ses organes s'éteignaient les uns après les autres. Elle a vécu une expérience de mort imminente, très riche, et dans cette expérience-là, on lui a dit « Non, ça va bien se passer, tu n'as pas fini ta carrière sur Terre, tu vas retourner et tu vas guérir. » Et alors, ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'elle est revenue à elle, donc déjà, elle a pu être réanimée alors que tout le monde la croyait morte. 2, en une semaine, tous ses organes se sont rétablis et le cancer, tous les métastases, toutes les cellules métastatiques ont disparu complètement. Elle a pu reprendre une vie normale après 1 mois, le temps de reprendre un petit peu des forces. C'est aussi une hallucination pour la science. Pardon ? C'est aussi considéré comme une hallucination par la science. L'expérience elle-même, oui, mais par rapport au corps, la science accepte qu'il y ait des guérisons, on appelle ça l'effet placebo. Et donc, c'est un super effet placebo du point de vue de la science. Alors évidemment, ça met les gens un petit peu dans l'embarras, mais avec cette explication, les scientifiques un peu sceptiques, matérialistes, s'en sortent. Donc, comme je le disais tout à l'heure, la conscience serait plus fondamentale que l'espace-temps. Donc, loin d'être le produit du cerveau et de corrélats neuronaux, ce serait elle qui générerait l'expérience de la réalité matérielle. Ensuite, on apprend aussi qu'il existerait à travers un travail sur la conscience des possibilités de percevoir depuis le monde matériel des informations hors l'essence. Et quelque part, ça viendrait un petit peu légitimer toutes ces personnes qui disent vivre des médiumnités ou recevoir des messages, avoir des visions, ou ces expériences qui avaient été conduites au sein du CIA pendant une vingtaine d'années, dans le projet Stargate, où il s'agissait par des personnes super des sujets psy très forts, d'aller trouver ce qui se passait chez les Russes à l'époque de la guerre froide. C'est comme ça qu'ils ont trouvé qu'il y avait un sous-marin qui n'était pas construit dans la mer, comme tout le monde s'y attendait, mais sur Terre, avec un petit canal. Et donc, les personnes qui faisaient, les précoques, je ne sais pas comment on appelle ça, ces personnes-là ont pu être validées dans le fait que ces informations étaient exactes par la suite. Donc, ces EMI nous permettent de voir ça. Ensuite, d'autres expériences qui surviennent pendant les phases transmatérielles, c'est la revue de vie et parfois l'accès à des vies antérieures. Alors, ça pourrait vouloir dire qu'une forme de réincarnation existe, alors que ce soit une réincarnation sur Terre, que ce soit une réincarnation sur d'autres planètes, puisque c'est aussi le truc qui est évoqué, ou des réincarnations parallèles, c'est-à-dire que le temps ne serait pas quelque chose de vraiment hyper homogène. Plutôt simultané. Mais c'est considéré comme une EMI quand même. Le contexte général, c'est la partie transmatérielle d'une EMI. Et donc des personnes accèdent à ces infos-là. Après, les EMI elles-mêmes sont hyper transformatrices pour pas mal de gens. Et il y a des personnes qui ne peuvent plus accepter de vivre dans le mensonge
ou dans la haine, voilà. Et c'est là, en fait, qu'on arrive à l'expérience, enfin, à la leçon qui, pour moi, est la plus importante des EMI, c'est le fait que l'amour est primordial et que l'amour, c'est l'énergie qui subsiste, enfin, c'est l'émotion qui subsiste une fois qu'on est détaché de tout le reste. Et que donc, le sens de la vie, pour les EMistes qui reviennent, qui ont vécu ça, ça serait d'incarner l'amour le plus possible dans tous les gestes du quotidien. C'est-à-dire appliquer de la bienveillance, sourire à des inconnus, être présent, apporter de l'attention à leurs enfants, accompagner des personnes âgées, enfin aider, s'entraider. C'est dire que finalement on arrive sur Terre sans mode d'emploi et que le mouvement naturel de la vie terrestre fait qu'on est en compétition les uns contre les autres. Et donc, aller un petit peu à contre-courant de ça et plutôt aller dans la solidarité, dans l'entraide. Et donc d'incarner ces 4 formes d'amour qui ont été définies par les Grecs, qui étaient l'éros, l'amour, on va dire le désir pour une personne aimée, l'amour amoureux, mais aussi le philia, c'est-à-dire l'amour plus amitié, l'amour qui se développe sur le long terme et qui s'agrandit, l'amour storge, qui est l'amour pour le lien familial, le lien fraternel entre les gens, qui va permettre de développer justement ces liens de solidarité, mais surtout l'amour agapé, qui est l'amour universel, l'amour le plus pur, qui est l'amour qui est le plus finalement spirituel. Et ce que décrivent les expérienceurs, c'est que de l'autre côté, c'est l'agapé. Enfin, pour ceux qui vivent des expériences positives, voilà, c'est l'agapé. Et quand ils reviennent sur Terre, souvent il y a un énorme contraste. Waouh! Mais en fait, c'est ici. C'est pas le machin avec des fourches codines et tout ça. Voilà. Et donc, c'est quelque chose qui, à mon sens, me paraît le plus important. Et donc, pour terminer, je vais citer Aurélien Barraud, mais c'est vrai que je vais tricher un peu, parce que sinon je ne m'en souviens pas. Donc, il a écrit un livre qui est sorti tout récemment, qui s'appelle Hypothèse K, et qui est une critique virulente, mais juste, de la science. C'est-à-dire, la science fait des très belles choses, a permis de très belles avancées, mais à l'heure actuelle, elle est vraiment dévoyée par le fait de faire des choses utilitaristes. Et donc, notamment, elle est soumise à la pensée dominante. Et la pensée dominante, c'est ce qui va déterminer finalement les financements. Juste ça. C'est-à-dire que le nerf de la guerre, comme partout, c'est le financement. La plupart des endroits où il y a de la recherche en parapsychologie sont faits avec des donateurs privés. Il n'y a quasiment pas de fonds publics pour ça, peut-être en Écosse. Mais sinon, le reste, ça fonctionne sur des fonds privés qui sont très vite épuisés. Et donc, ce que lui dit, c'est la science est sur la brèche. Elle hésite, elle titube, elle implore d'être pensée et non plus seulement utilisée. Et de mon point de vue, en accordant plus d'importance aux EMI, de façon plus générale, à toutes les anomalies qui sont liées au phénomène de conscience, la science pourrait renouer avec sa vocation première, qui est d'apporter des réponses à nos questionnements d'enfants. Et puis c'est ce que font quelques personnes comme Renaud Evrard, comme les autres personnes qui vont en parler aussi, qui sont tous des docteurs ou quelque chose, et qui consacrent leur vie à des phénomènes super bizarres. Ou comme quelqu'un comme Sonia Barcala, avec qui je peux travailler, qui vit une vie complètement focalisée sur ça, c'est une quête. Et donc, en gros, ce que je souhaiterais, moi, c'est que la science retrouve cet esprit, cette curiosité, qu'elle soit de nouveau animée par une quête de connaissances, plutôt que par une recherche de bénéfices. Voilà. C'est le maître du temps. C'est terminé, c'est bien. Impeccable, le maître du temps, c'est parti. Voilà.